oui, donc depuis la semaine dernière, donc depuis le 30 avril très exactement. Donc il y a un service qui a été ouvert. Donc ce service permet à diverses catégories de professionnels de santé, donc uniquement les professionnels de santé conventionnés avec l'assurance maladie, bien sûr, mais donc médecins, infirmiers, sages-femmes, masseurs-kinés, orthophonistes, orthoptistes, dentistes, pharmaciens, pour lequel le service est déjà opérationnel et dans quelques jours, mais je crois que c'est vraiment dans les tuyaux, donc peut-être que c'est même déjà opérationnel, je n'ai pas été vérifié, taxi, transporteurs sanitaires et centres de santé. Donc voilà, c'est un dispositif concrètement. Quelle est la philosophie de ce dispositif? Donc c'est d'avoir un dispositif d'indemnisation qui s'adapte au caractère libéral des professionnels de santé, mais c'est très important d'avoir en tête que l'objectif de ce dispositif n'est pas une garantie de revenus, puisqu'il n'y a il n'y a pas de raison particulière que l'État, je dirais, la puissance publique soit particulièrement, comment dirais-je, plus facilitante sur certaines professions que d'autres. Donc, on est vraiment sur l'idée plutôt d'un dispositif qui va permettre aux professionnels de santé de faire face à leurs charges fixes professionnelles pour leur permettre de reprendre leur activité dès la crise passée. Ce que nous espérons tous, c'est qu'elle ne dure pas très longtemps. Donc voilà, en deux petits mots, le principe général du dispositif. Donc on regarde d'un côté ce qu'est le montant des charges fixes hors période de crise et on aide le professionnel à couvrir ces charges fixes. Donc on prend en compte aussi son niveau d'activité pendant la crise et bien sûr les autres aides qu'il aurait perçues ou qu'il a perçues par ailleurs, donc que ce soit chômage partiel, indemnité journalière, fonds de solidarité, parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en œuvre, y compris pour les professionnels de santé. Donc c'est sur cette base-là qu'a été élaboré le dispositif. Alors après, il s'agissait d'être aussi au plus proche de la réalité de la situation de chacune des catégories de professionnels de santé. Donc, en fait, on est parti, la Caisse nationale, parce que je tiens à préciser que c'est un dispositif national, il n'a rien de spécifique sur le département de l'Essonne, si ce n'est qu'il peut y avoir des situations particulières, mais sinon, le dispositif s'applique au niveau national. Donc, ça a été calculé effectivement à partir d'éléments standardisés par profession de santé. L'assurance maladie a calculé donc les charges fixes moyennes par profession de santé à partir des données de l'adresse et avec un certain nombre de taux qui s'appliquent. Et après aussi, à partir d'éléments individualisés pour chaque profession de santé, le niveau d'activité pendant la crise qui permet de couvrir en partie les charges fixes et les aides perçues, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à percevoir, puisqu'en fait, il y a peut-être des aides qui sont dans les tuyaux et vous allez peut-être en entendre parler aussi d'autres aujourd'hui. Alors, il y a quelques petites particularités de ce dispositif, c'est que, par exemple, je vais donner un exemple pour les médecins, sages-femmes et infirmiers qui ont eu une activité pendant la crise supérieure de 60% à leur activité normale, il y a des mécanismes de majoration qui sont appliqués. L'idée, c'est effectivement, je dirais, d'encourager quand même la présence des professionnels de santé sur le territoire, parce que c'est vrai que quelque part, sur une même catégorie, dès lors que certains ont pu avoir une activité, alors après, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on sait très bien que chaque situation, chaque territoire, chaque profession est différente et je peux vous donner quelques chiffres qui le montrent très rapidement. Mais effectivement, on a tenu compte de l'activité réelle des professionnels de santé pendant cette période. Pareil, des particularités pour les jeunes installés, puisque là, il fallait tenir compte de l'activité de l'année dernière et donc c'est forcément différent. Pour certaines professions, certains dispositifs ont été pris en compte ou pas. Voilà. Donc il y a eu quelques particularités dans le cadre du calcul, mais ça, vous pouvez les retrouver et sachez que, encore une fois, ça a été calculé de la même manière au niveau national. Alors, pour ne pas être trop monopoliser le temps de parole, j'aurais tendance à dire qu'en résumé, si vous deviez retenir les éléments principaux de ce dispositif, c'est qu'effectivement, l'indemnisation ne compense pas la perte de revenus, mais permet aux professionnels de santé de payer ses charges fixes pour pouvoir reprendre son activité. Puisqu'encore une fois, aujourd'hui, je vous donnerai quelques éléments de calendrier, c'est déjà opérationnel, c'est déjà effectif.
Mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti sur une première période d'indemnisation qui va compenser la perte d'activité du 16 mars au 30 avril, mais malheureusement, ça va se prolonger pour partie, puisque le mécanisme, enfin aujourd'hui le dispositif, et en fonction des décisions qui sont encore dans les tuyaux, risque d'être prolongé et sera prolongé. Là, c'est pas un risque, c'est sûr qu'il est prolongé. Donc, en résumé, donc, cette indemnisation elle est calculée sur la base de 4 éléments. Donc, le montant annuel des honoraires sans dépassement enregistré en 2019, le taux de charge calculé par profession ou par spécialité en ce qui concerne les médecins, puisque là, il y a une particularité. Donc là, c'est des taux de charge, effectivement, comme je vous l'ai dit, officiels tels qu'ils ont été repris dans les données de l'adresse. Le montant des honoraires réalisés, donc là en l'occurrence sur cette période entre le 16 mars et le 30 avril, dont une fraction égale au taux de charge sera déduite de la compensation à recevoir. Et enfin, l'existence ou pas d'autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics divers et variés. Alors, par exemple, je dois avoir, oui, un exemple quelque part. Si on prend un professionnel de santé, juste pour vous donner une idée de ce que ça va représenter, donc un professionnel de santé qui aurait perçu 5 000 € d'honoraires par mois en 2019, avec un taux de charge fixe de 50%, on sait à peu près donc quelle va être l'aide potentielle dont bénéficiera ce professionnel de santé, puisque s'il n'a eu aucun revenu pendant la crise, on sera sur une aide de 2 500 € qui sera versée donc, par l'assurance maladie, ce qui est quand même très significatif. Après, effectivement, je peux vous donner d'autres exemples, mais là, donc, dès lors on a eu une activité, et donc, comme je vous l'ai dit, dès lors qu'il y a une activité, puisque quand même le cas où un professionnel de santé libéral sur toute cette période n'aurait pas eu d'activité, aucune activité, le cas ne doit pas se produire, même si certaines professions, telles que les chirurgiens dentistes ou les masseurs-kinésithérapeutes, ont eu effectivement une très, très, très forte baisse d'activité pendant cette période. Donc voilà, donc c'est un exemple. Pour votre information en ce qui concerne le dispositif et le calendrier, donc le dispositif, vous savez que c'est un dispositif qui est déclaratif, dans le sens où il faut effectivement aller sur son Amélie Pro, enfin sur l'interface Amélie Pro et dans la rubrique indemnisation ou compensation, je ne sais plus comment ça s'appelle, et effectivement déclarer les éléments, notamment les éléments complémentaires qui auraient pu être perçus pendant cette période, et un certain nombre d'informations. Et sur cette base-là, donc comme je vous l'ai dit, pour la première période, donc la période qui s'est étalée du 16 mars au 30 avril, donc c'est déjà ouvert. Donc un certain nombre de professionnels de santé ont déjà fait cette démarche. Pour l'instant, il n'y a pas de date de fin à ce stade sur le dispositif et les professionnels de santé pourront demander une avance tous les mois sur ce téléservice. Et bien sûr, bien évidemment, un calcul sera effectué à la fin de la crise, à la fois avec les données stabilisées de l'année, enfin en fonction de la période que ça aura duré. Et bien évidemment, s'il y a des anomalies ou des erreurs de calcul, il y aura un rattrapage qui sera opéré en fin d'année. Mais encore une fois, pour pouvoir réaliser cette vision globale de ce que ça va représenter, il faut attendre à la fois la fin de la crise d'abord et la consolidation des diverses sources de revenus qui pourraient être déclarées ou qui pourraient être reçues des professionnels de santé. Donc voilà, donc très concrètement, donc ce dispositif est opérationnel depuis le 30 avril, puisque je crois que c'est exactement le 30 avril qu'il a été ouvert. Il y a eu une campagne une information presse d'abord qui a été faite, et puis une information aux professionnels de santé. Et donc, on espère que ça permettra effectivement de vous aider à passer cette période très compliquée pour tout le monde. Voilà. Alors, je ne vous cache pas, dernière petite chose, que c'est pareil en ce qui nous concerne l'assurance maladie, au-delà effectivement du fait que ce soit un dispositif négocié nationalement et porté par les représentants de la profession, concrètement, au niveau local, ça se traduit aussi par forcément une petite activité supplémentaire, puisque c'est forcément, une fois que le côté déclaratif a été fait par le professionnel de santé, donc il y a effectivement des choses à déclencher, et c'est des règlements qui sont effectués manuellement,
qui ne sont pas totalement automatisés et qui font que ça génère un petit peu de charge de travail supplémentaire localement. C'est pour ça qu'on s'est fixé une quinzaine de jours entre le moment où la déclaration est finalisée en ligne et donc une quinzaine de jours avant que le règlement puisse être effectué en moyenne. Voilà. Monsieur Francisco, je vous remercie. Quelques petites questions qui sont posées, donc je remercie Olivier Serre qui a répondu à un certain nombre de choses. Excusez-moi, monsieur Nicolini, il y a beaucoup d'écho. Par rapport notamment… vous m'entendez mieux là? Allez-y. Allô, allô? Oui, ça va là. Ça va. Allô, ça a coupé. Vous m'entendez? Là, oui. J'ai entendu votre question. Alors, petite question d'un médecin généraliste, je pense, qui vient de s'installer, qui demande comment ça se passe pour les jeunes installés, étant donné qu'il n'y a pas de référence. Est-ce qu'il y a des compensations prévues différemment? Tout à fait. Dans les particularités tout à l'heure que j'ai évoquées, effectivement, les professionnels qui ont eu malgré tout une activité supérieure à la moyenne, donc on tient compte du fait qu'il y ait une activité plus ou moins importante, puisqu'en fait, c'est un critère qui est pris en compte. Et effectivement, pour les jeunes installés, depuis moins de 2 ans, il y a une majoration qui est appliquée en ce qui concerne notamment le taux de charge de mémoire, me semble-t-il. Mais effectivement, il y a des spécificités sur les jeunes installés. Autre question, c'était de savoir si ça concerne que les professionnels conventionnés remboursés par la sécurité sociale ou ça permet aussi à d'autres systèmes de santé conventionnés ou à moitié conventionnés comme les pédicures podologues par exemple, les diètes, d'avoir une aide ou pas du tout? Je vais revérifier les exclusions puisqu'en fait, il y a quelques cas d'exclusion. Que je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, effectivement, certaines professions sont exclues, notamment les audioprothésistes, les opticiens et les pédicures podologues. La raison qui a été évoquée, enfin, qui a été retenue, c'est qu'effectivement, l'assurance maladie obligatoire prend moins de 50% des dépenses liées à cette profession. On est d'accord que tous… Excusez-moi. Oui, pardon. Les psychologues, on va regarder dans les professionnels de santé, donc les psychomotriciens, les ergothérapeutes, par exemple, ou les diététiciens ne sont pas concernés par le dispositif non plus. Tout à fait. D'accord. Je peux vous donner la liste. Je vais vous donner la liste exacte. Donc, médecin, infirmier, sage-femme, masseur kiné, orthophoniste, orthoptiste, dentiste, pharmacien, transporteur sanitaire, enfin taxi, transporteur sanitaire et centre de santé. Alors, encore une fois, je ne sais pas et très honnêtement, on n'a pas non plus toujours les éléments de négociation qui pourraient être en cours. Je ne sais pas s'il y a d'autres professions pour lesquelles il y a quelque chose en cours. Là, je vous donne ce qui est effectif et ce dont on a été informé. Voilà. Donc, juste pour information, il y a une question également. Alors, excusez-moi, si quand même il y a une autre profession dont je ne connais pas les modalités parce que ce n'est pas acté, hein, mais il y a quelque chose en cours concernant les biologistes, mais là, c'est lié au fait qu'ils sont traités dans le cadre d'un protocole différent, me semble-t-il, mais je sais que en ce qui concerne les biologistes, il y a quelque chose qui est en cours. Et une dernière question qui a été posée, mais je crois que M. Serre a répondu dans le fil d'actualité, c'était de savoir si ces sommes d'argent allaient être imposées. Et apparemment, la réponse est probablement rentrerait comme revenu. Oui, voilà. Tout à fait. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie de votre intervention. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, bah écoutez, c'est bien aussi de venir vous tenir informé de dispositifs qui sont, on l'espère, facilitants pour les professionnels de santé en général. Voilà. Alors, juste une dernière question, parce que ça vient d'arriver, par rapport aux remplaçants. Est-ce qu'il y a des dispositifs de compensation pour les remplaçants? Je pense, enfin, de ce que je vous ai entendu, je pense que ça concerne surtout les charges de fonctionnement des cabinets et les remplaçants n'y sont pas soumis. Donc, tout à fait. Tout à fait. En ce qui concerne les remplaçants, ils ne sont pas inclus dans ce dispositif. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Bah, écoutez, non, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis bon courage pour découvrir les autres dispositifs qui pourraient être proposés. Merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention. Je vous en prie. Je vais laisser la parole à Cédric. Je vais laisser la parole à Cédric Arcos
qui va vous parler maintenant des dispositifs de la région. À vous, M. Arcos. Merci beaucoup, Damien. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Damien m'a effectivement demandé de vous parler des aides mises en place par le Conseil régional d'Île-de-France, puisque à l'occasion de cette crise, on a souhaité être un peu dans la lignée de ce qu'on avait commencé à mettre en place depuis plusieurs années et de venir en soutien au monde libéral, hein, tout particulièrement, pour pouvoir participer à la fois à la poursuite de l'activité d'urgence qui a eu lieu pendant ces plusieurs mois qui viennent de s'écouler depuis le début de la crise, et puis aussi d'accompagner la reprise de l'activité en toute sécurité des professionnels de santé. Donc, ça s'inscrit dans une politique qu'on a souhaité la plus globale possible, la plus protectrice possible. On a mis en place un certain nombre d'actions, notamment de la distribution de masques chirurgicaux et de masques de protection pour les personnels qui sont restés ouverts pendant la crise. Donc, on a distribué assez massivement, puisqu'on a fait venir plus de 30 millions de masques sur le territoire francilien, prioritairement pour le personnel de santé, évidemment, pour les personnels de santé, toute catégorie possible et imaginable. Et puis, en parallèle de ces différents dispositifs, on a aussi beaucoup aidé les établissements de santé, publics comme privés, mais on a souhaité vraiment avoir une action assez forte sur les personnels libéraux, les professionnels libéraux, et on a mis en place donc un fonds d'aide d'urgence qui est doté de 10 millions d'euros, donc c'est une enveloppe assez conséquente pour la région, de 10 millions d'euros, dont l'objectif est d'aider les professionnels à s'équiper de matériel de protection et d'adapter leur cabinet, leur organisation à cette nouvelle vie avec le virus qui est présent. Alors, si j'essaie d'être un petit peu plus concret, de rentrer un petit peu dans le détail, on a donc mis en place ce fonds d'équipement. Les grandes catégories de dépenses qu'on va pouvoir prendre en charge, c'est d'abord le matériel de téléconsultation, avec donc les différentes prescriptions, j'allais dire, qu'on peut trouver. On va avoir du petit matériel informatique, évidemment les questions d'abonnement aux plateformes de téléconsultation. On va faire l'amorçage un peu de l'abonnement et le matériel. On ne prendra pas en charge, en revanche, tout ce qui concerne les PC ordinateurs, puisqu'il y a d'autres aides, notamment l'assurance maladie, qui existent. Donc, et là, encore une fois, c'est à chaque fois l'instruction qui permettra de dire les dépenses éligibles. On va également beaucoup prendre en charge, on a eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là, les équipements de protection digitalité, comme éventuellement des plexiglas, des équipements de séparation, d'organisation des flux dans les cabinets, des produits évidemment de désinfection, d'hygiène, etc., des travaux qui pourraient être nécessaires pour installer, sécuriser et installer des équipements. On a également mis en place, tout particulièrement pour les personnels qui font des tournées à domicile, on sait qu'ils ont besoin de renforcer leur dotation en matériel pour évidemment les questions d'hygiène et puis pour les questions de respect des protocoles. Je pense tout particulièrement aux infirmiers, mais je pense également aux médecins et aux sages-femmes qu'on a essayé vraiment d'aider au maximum avec ce fonds. Et donc, on sera en capacité de prendre un peu du petit matériel de suivi des patients. Et puis, évidemment, c'était l'objectif principal de rembourser, de financer les petits matériels pour la protection des personnels eux-mêmes, que ce soit des gants, des lunettes, des visières, les blouses, les charlottes et les surchaussures. Étant entendu que pour les masques en tant que tels, donc les masques chirurgicaux et puis bientôt des masques FFP2, on a mis en place un système qui est une centrale d'achat, c'est la centrale d'achat régionale, où on a été s'approvisionner directement en Chine, on a sécurisé des marchés et en fait on organise une vente à prix coûtant des chirurgicaux et des masques FFP2 qui sont disponibles donc quasiment en temps réel via cette centrale d'achat. Donc là, on permettra à prix coûtant aux professionnels de santé. On vient de l'ouvrir cette semaine, il y a vraiment quelques heures presque, aux professionnels de santé qui pourront passer des commandes avec une petite contrainte qu'on a, nous, logistique, puisqu'on travaille avec un prestataire qui permet les livraisons, qui vous permettra vos livraisons au plus près de vos activités, c'est de passer des commandes de minimum 2500 masques. Donc, ça suppose soit des gros volumes, soit d'organiser par des associations, par des groupes, par des URPS, certains, ou des ordres qui ont pu déjà nous contacter, des commandes groupées. Concrètement, ce fonds, comment est-ce qu'il va fonctionner? On va évidemment donc, premier principe, c'est que c'est un remboursement sur facture.
C'est-à-dire qu'une fois que la dépense a été réalisée, elle est présentée et donc on pourra vous dire, évidemment, on essaiera de vous accompagner le plus possible, malgré le grand nombre de demandes, sur les types de dépenses qui peuvent être ou pas prises en charge. On a mis pour cela en place une adresse mail systématiquement avec une réponse, on y veille, et puis une ligne téléphonique. Je vais vous donner évidemment les numéros. L'adresse mail, elle s'appelle covid-19-santé@ile-de-france.fr. Évidemment, Damien a ces infos, mais je lui recommuniquerai également pour qu'elle puisse diffuser le plus largement possible. Et puis, le numéro de téléphone, il y a un numéro unique qui est celui du standard de la région que je vous donnerai également dans un instant. Donc, une fois que la dépense elle est réalisée, que la facture est présentée, eh bien, il y aura un remboursement direct de la part du conseil régional. Et on a essayé de totalement dématérialiser, c'est-à-dire qu'on a créé un site. Là aussi, je vais vous donner l'adresse qui est https://aide-urgence-covid19.ile-de-france.fr. C'est également trouvable ce lien sur le site du conseil régional et vous pourrez déposer, donc avoir toutes les informations, remplir le formulaire pour voir effectivement si vous êtes éligible et puis déposer les différentes factures, le RIB, etc. Faire des attestations sur l'honneur, évidemment, sur le fait, je prends un exemple, que le matériel de téléconsultation n'a pas été remboursé par ailleurs, par l'assurance maladie ou par une autre collectivité. Et dans ce cas-là, le remboursement sera effectué dans des délais qu'on espère raisonnables. On a en tout cas beaucoup renforcé les équipes. On a fait appel à d'autres services de la région qui sont moins sollicités actuellement parce que je pense par exemple au service des sports, il y a beaucoup moins d'activités sportives en ce moment. Donc, ils sont venus en renfort pour les équipes santé de manière à être le plus réactif possible. L'autre point, c'est qu'on a voulu un fonds assez large, donc sont concernés les différents professionnels libéraux qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. C'est le critère qu'on a retenu. Pour les autres, on a fait un certain nombre de dispositifs. On a déjà beaucoup donné des masques chirurgicaux. On continuera si évidemment c'est nécessaire. On a surtout mis en place notre centrale d'achat. Mais en tout cas, sont éligibles à ce fonds les différents personnels libéraux conventionnés avec l'assurance maladie, qui sont en secteur 1 ou en secteur 2. L'importance pour nous étant le critère finalement de la demande, ce sont toutes les dépenses qui sont liées à la réponse à la crise d'urgence et à l'adaptation de votre activité à ce nouveau contexte. Et enfin, troisième critère, à votre protection et à la protection des personnels libéraux. C'est vraiment les dépenses qui seront acceptées. Évidemment, une dépense qui n'aurait rien à voir avec le Covid, pour une réfection d'un cabinet ou etc., ne serait pas pris en charge, ça va de soi dans ce cas. Donc, pour nous, le critère, c'est vraiment cette crise, cet impact très fort sur votre activité qu'a le Covid, et donc vous permettre d'y répondre, de vous protéger, d'adapter votre activité, vos locaux, et puis également d'acquérir les matériels nécessaires, téléconsultations comme les matériels de protection, d'hygiène, de suivi des patients. Voilà, Damien, pour être le plus synthétique et le plus simple possible. Merci, M. Arcos. Alors, petite question, est-ce que les factures sont celles de maintenant ou celles qui datent du début de la crise? Est-ce qu'on a une date de début? Alors, il y a une date de début qui est le début du confinement, globalement, hein, et puis ensuite, il n'y a pas de limite. Donc, le 14 mars, on peut dire. Exactement, à partir du 14 mars, tout à fait. Est-ce que vous auriez la possibilité sur le chat de nous mettre les liens, que tout le monde puisse les récupérer? Nous, on les communiquera à travers les différents modèles de communication. Je vous mets ça sur le chat dans quelques secondes. Super. Et pareil, comment aller sur la centrale d'achat? Ouais, pareil, je vais vous mettre. Alors, c'est très simple, c'est un lien internet. Il faut se référencer, on passe sa commande et puis ensuite, vous êtes recontacté pour avoir les modalités de délai et livraison. Alors, moi, je voulais particulièrement vous remercier parce que du soutien que vous avez apporté à notre association depuis déjà de longs mois, mais plus particulièrement depuis le début de la crise, où on a régulièrement échangé avec vos services et malgré la crise, je trouve que, et je le dis, je pense que tout le monde connaît mon franc-parler et dire les choses. Je remercie sincèrement et la qualité des relations avec vos collaborateurs qui ont toujours été rassurants, toujours présents, et ça, c'est à noter.
Je voulais vous remercier également pour les dons de masques que vous avez fait à l'association et sur lesquels vous avez fait confiance, qui nous a permis d'alimenter les 7 points d'approvisionnement ouverts à tous les professionnels du département 91 et même 77. Et également, grâce à votre intervention, on va pouvoir mettre à disposition, dès cette semaine, on a commencé à mettre 2400 blouses et on va monter jusqu'à 20 000 blouses dans les 10 prochains jours, qui va permettre à tous les professionnels du territoire qui ont besoin et qui seront en contact avec un patient Covid d'avoir des moyens de mis à disposition gratuitement, parce que tout le monde a pu constater justement à quel point les prix avaient pu augmenter. Des blouses qui se vendaient avant 27 centimes se vendent maintenant 3 € pièce. Et donc ça c'est une vraie contrainte au regard du nombre d'équipements de protection individuelle qu'il faut changer par jour. Et donc tout ça, c'est grâce à vous, au Conseil régional, qui nous avez apporté un soutien. Et je vous en remercie encore sincèrement au nom de l'association, pour tous les professionnels. Et individuellement, ils peuvent aussi le faire de leur côté. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ah, si, j'ai madame, il y a apparemment, alors, je ne sais pas si c'est applaudir ou c'est une question pour Mute iPhone. Peut-être une question, non? Ou c'était un applaudissement, je pense, alors. Merci de votre participation, en tout cas. Parce que c'est sympa de nous remercier, de nous remercier, mais c'est surtout nous qui vous remercions, parce que sans vous dans cette région, sans toute l'action que vous faites, je le dis vraiment très sincèrement, c'est pour ça aussi qu'on cherche à autant s'engager à votre côté, on n'aurait pas passé le cap. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital pendant cette crise, on a un peu moins parlé des professionnels libéraux, mais en tout cas moi, à titre personnel, qui vient du monde de la santé, je sais que notre système de santé, il marche sur ses 2 jambes et qu'il est fort, et qu'il sera encore plus fort s'il est bien assis sur ses 2 jambes, sur ses 2 pieds, que sont l'hôpital, bien entendu, la médecine libérale et le monde libéral, la santé libérale, pardon, pas que la médecine libérale. Et c'est encore mieux quand tout ce monde-là communique. En tout cas, c'est un peu ce qu'on essaye de faire tous ensemble. Donc, c'est plutôt à vous qu'il faut adresser un grand bravo et des remerciements. On va y avoir un chantier à la fin de cette crise. Je pense que ça va ouvrir plein de portes et il y a plein de choses intéressantes qui peuvent se mettre en place aussi. Espérons-le. Merci à vous. On va laisser la parole à monsieur Olivier Cerf maintenant, qui est donc expert comptable pour le cabinet AO2C et qui est partenaire historique depuis maintenant 7 ans d'Espace Vie. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un partage d'écran. J'ai cru que tout le monde avait disparu. Je vous laisse parler, monsieur Cerf. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Ok, merci à vous de m'accueillir. Alors, je vais essayer de vous faire un petit résumé de toutes les aides, les prêts et tout ce qui a été sorti depuis le début de cette crise. Évidemment, c'est pas facile pour personne. On est tous très occupés et préoccupés pour aller chercher les informations à droite à gauche, essayer de comprendre les contre-informations, lire l'interprétation qui en est faite dans les chats. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique sur tous ces sujets-là, en vous présentant dans un premier temps le sujet des prêts qui ont été mis à disposition, certains qui existent depuis le début du confinement et d'autres qui sont tout nouveaux et dernièrement activés. On reviendra sur le fonds de solidarité qui est peut-être pas très nouveau puisqu'il existe depuis le début de la période de confinement, mais peut-être que certains n'en ont pas encore bénéficié et pourraient en bénéficier. Et puis je reviendrai, alors j'avais fait une petite liste des aides spécifiques aux professionnels de santé, mais un certain nombre ont déjà été abordés par les interlocuteurs précédents. Alors les prêts dans un premier temps, vous avez peut-être tous entendu parler du prêt dit BPI ou PGE. Alors BPI, c'est la Banque publique d'investissement, PGE, ça veut dire prêt garanti par l'État. Le principe de ce prêt, c'est d'octroyer donc un prêt à tous les demandeurs, qu'ils soient donc professionnels de santé, entrepreneurs ou autres, sur une base de 25% du chiffre d'affaires de 2019, mais le prêt peut être demandé sur une base plus élevée que ça, hein, mais c'est, on va dire, le critère le premier critère qui est retenu. Ce prêt a une particularité et qui permet de l'obtenir peut-être plus facilement qu'habituellement, c'est qu'il est garanti à 90% par la BPI. Donc, le demandeur de prêt ne sera garant de ses remboursements qu'à hauteur de 10%.
qui a permis d'ailleurs à certaines entreprises ou professionnels libéraux d'obtenir des prêts qu'ils n'arrivaient pas à obtenir avant cette crise, les banques ne leur faisant pas suffisamment confiance. La garantie BPI est irrévocable. Donc, une fois qu'elle est obtenue, personne ne peut revenir dessus. C'est un prêt dont le remboursement est reporté à 1 an et qui peut être remboursé en une seule fois au bout d'1 an ou amorti sur 5 ans, enfin jusqu'à 5 ans. C'est le demandeur du prêt avec son banquier et ses conseillers qui décidera de ce qui est le plus opportun de choisir. Donc ce prêt est éligible à toutes les PME, TPE et professions libérales. On vous dit qu'il faut avoir une notation non dégradée par la Banque de France. Vos comptes sont transmis par vos experts comptables à la Banque de France. S'ils ne le sont pas, ils seront demandés. Vous savez que vous obtenez donc une note en fonction de votre capacité à rembourser les prêts. Les prêts sont obtenus assez facilement. Une note 5+, qui est une note très moyenne, puisque la note va de 3++ à 9. Voilà, c'est quand même une ouverture du droit au prêt plus large que celle qu'on peut avoir habituellement. Nombre de conditions relativement limitées. Alors ça dépend des banques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt, je le répète, ce n'est pas la BPI qui prête, mais c'est votre banque qui prête. Donc la demande se fait auprès de la banque, auprès de votre banque, qui demandera des éléments complémentaires pour juger de votre capacité à rembourser, comme ça s'est fait pour tous les prêts. Donc ça peut être une attestation de chiffre d'affaires par l'expert comptable, ça peut être un prévisionnel de trésorerie. Alors évidemment, un prévisionnel de trésorerie, quand on n'a pas d'activité, ça peut être que la trésorerie actuelle, voire une trésorerie qui se dégrade parce qu'il y a les charges fixes auxquelles il faut faire face. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de monter un dossier complet, répondre aux demandes des banques, qui sont des fois un petit peu tatillonnes, et des documents qui nous semblent souvent inutiles, mais montez bien votre dossier de façon à ce qu'il soit accepté le plus vite possible et le plus facilement possible. Une fois que vous avez un accord de principe obtenu par la banque, une attestation, vous demanderez une attestation sur le site de la BPI, et une fois cette attestation obtenue, le prêt sera donc, enfin le contrat de prêt sera édité par la banque et le prêt sera obtenu. Par expérience, pour les clients pour lesquels on a fait des demandes de prêt, on a obtenu ces prêts relativement rapidement, malgré une affluence de demandes auprès des banques alors on peut les critiquer, mais là je crois qu'elles ont vraiment été sur le pont parce qu'il y a eu énormément de demandes auxquelles il a fallu répondre. Et pour nos clients, on a obtenu les premiers prêts il y a une dizaine de jours, alors que les demandes ont été faites dès le début du confinement. Donc ça veut dire 1 mois à peu près pour avoir un déblocage de fonds, qui est plutôt une performance, et d'ailleurs des situations qu'on connaît rarement en temps normal. Je vous ai mis sur le slide de ne pas croire que vous n'en avez pas besoin. Alors évidemment, c'est une prévision de trésorerie que vous allez faire pour cette période de confinement, pour cette période d'inactivité ou d'activité réduite. Mais il faut bien prévoir, on en reparle, je le redirai peut-être plusieurs fois, prévoyez bien la reprise, parce que cette reprise, on ne la connaît pas en fonction des activités. Certaines vont reprendre immédiatement, d'autres vont être plus lentes. Pour autant, il va falloir faire face aux charges fixes, peut-être en réengager pour ceux qui ont du personnel, parce qu'il va falloir faire revenir le personnel avec une fréquentation des cabinets ou des officines de pharmacie, en tout cas de vos activités, qui ne sera peut-être pas au complet dès le départ, sachant que voilà, on est sur un déconfinement qui est annoncé maintenant, mais qui va pas se faire du jour au lendemain avec des patients ou des personnes qui vont peut-être pas reprendre les habitudes d'avant. Donc l'activité normale, on ne la connaît pas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se fera. Donc prévoyez bien votre trésorerie à l'avance. N'hésitez pas à faire des demandes de prêt, même si vous estimez que vous pouvez faire face sans problème aux difficultés en cours ou aux difficultés à venir.
Donc un délai de réponse des banques relativement rapide malgré tout. Si vous n'obtenez pas de réponse des banques, vous pouvez toujours faire appel à la médiation du crédit qui donnera un avis, cette fois-ci donc favorable ou défavorable, mais en tout cas qui tranchera. Les banques devront notifier le refus pour les montants inférieurs à 50 000 euros. Alors un nouveau prêt qui est arrivé, alors qui est tout nouveau, mais alors c'est un prêt régional cette fois-ci, donc toutes les régions n'en bénéficieront pas. Les modalités pourront être différentes aussi en fonction des régions. C'est un prêt qui a été mis en place en collaboration entre l'Ordre des experts comptables et la BPI France. C'est un prêt sans garantie, cette fois-ci, qui peut aller de 10 000 à 300 000 euros, selon les régions encore une fois, toujours pour faire face aux difficultés de trésorerie conjoncturelle, aux situations de fragilité temporaire, à un besoin d'augmentation ponctuelle, pour un besoin d'augmentation du fonds de roulement, mais aussi pour financer des investissements. Vous pouvez avoir eu besoin de faire des investissements pour faire face à des demandes qui n'étaient pas prévues dans cette période de confinement ou des investissements à venir. Là aussi, profitez de ces offres qui vous sont accessibles et qui n'existeront peut-être et certainement plus demain avec des fonds qui ne seront peut-être pas non plus éternellement disponibles. Donc des caractéristiques différentes en fonction des régions et un différé d'amortissement cette fois de 2 ans. Un amortissement sur 7 ans, 5 ans maximum, 7 ans. Je ne vois pas parce que j'ai les photos, les caméras. Toujours dans la catégorie des prêts rebonds, un nouveau prêt là aussi qui vient de sortir. Alors pour les prêts rebonds, le premier prêt rebond dont j'ai parlé, il a été ouvert en Île-de-France que la semaine dernière. Vous voyez que c'est très très nouveau. Ce nouveau prêt rebond alors dit full digital, pourquoi? Parce qu'il se fait complètement en ligne. Donc la procédure est complètement simplifiée. Elle se fait par un tiers de confiance qui est votre expert comptable. C'est pour des demandes plus modestes, entre 10 000 et 50 000 euros, avec des conditions, là aussi, à vérifier en fonction des régions. Donc, en matière de prêts, on a fait le tour. Je l'ai noté parce que j'en entends parler dans différentes communautés d'agglomération. Il y a des réflexions en cours sur d'éventuelles subventions, sur d'éventuels prêts, sur d'éventuelles avances de trésorerie qui pourraient être accordées aux professionnels. J'imagine pas que les professionnels de santé puissent en être exclus, mais là, pour le coup, il faut vous rapprocher de vos interlocuteurs très locaux, des services économiques des communautés d'agglomération, pour voir si des mesures sont mises en place ou sont en réflexion, toujours en matière d'aide. Voilà pour le volet des prêts et des aides financières. Je voulais revenir sur le fonds de solidarité. Donc certains en ont peut-être déjà bénéficié puisqu'il était ouvert dès le mois de mars. D'autres n'ont pas pu en bénéficier puisque une des conditions du prêt, c'est la perte de chiffre d'affaires ou la perte d'activité. Alors au début c'était 70% de perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Ça a été ramené à 50%. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide maximale est de 1 500 euros par mois. Il faut donc avoir perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, on compare mars 2020 à mars 2019, avril 2019 à avril 2020. Alors, pour mars, comme le confinement a été décrété à la mi-mars, certains avaient déjà fait un chiffre d'affaires supérieur à 50% de celui de l'année d'avant. Donc, ils n'ont pas eu le droit pour le mois de mars, mais peuvent y prétendre encore pour le mois d'avril. Et on attend les décisions qui seront prises pour le mois de mai. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur ce sujet-là. Alors, une petite contrainte en ce qui concerne l'éligibilité du droit à cette aide, c'est qu'il faut avoir des revenus inférieurs à 60 000 euros, charges sociales comprises. C'est-à-dire que si vous êtes en société type CELAR ou SARL,
ce sera le revenu que vous avez tiré de votre activité sur lequel on rajoutera les charges sociales qui dépendent directement du revenu. Si vous avez plusieurs associés dans votre société, il y aura autant de fois 60 000 euros que d'associés. Si vous êtes en simple libéral avec une déclaration 2035, c'est le revenu de votre 2035 qui fera référence. Donc, sachant que cette aide est maximum de 1 500 euros, sinon elle sera proratisée en fonction de la perte de chiffre d'affaires dans votre activité. Voilà pour le fonds de solidarité. Alors, les modalités, oui, Damien, les modalités pratiques pour le fonds de solidarité sont très faciles. Alors, c'est vous qui devez le faire sur impôts.gouv dans votre espace. Sur le PowerPoint qui vous sera transmis, j'ai mis un petit tuto. Enfin bon, franchement, la méthode est très facile. Cette aide, je ne l'ai pas dit, elle sera versée à l'entreprise. Donc, sur le compte de l'entreprise, du cabinet, enfin, de votre activité professionnelle. Et comme elle est faite pour compenser une perte de revenus, elle est évidemment librement distribuable aux associés ou aux professionnels libéraux. Et elle n'est pas fiscalisée ni fiscalisable. Damien? Petite question, comment ça se passe pour les jeunes installés qui n'avaient pas de CA en 2019? Alors, ce sera en fonction, je ne vais pas dire de bêtises, que je m'en rappelle. Oui, je ne vais pas dire non plus, c'est en fonction, donc comparaison des chiffres d'affaires de mars à mars ou avril à avril ou du chiffre d'affaires moyen de l'année précédente. Pour les jeunes installés, je n'ai pas la réponse comme ça. Je la chercherai, je la donnerai. On la transmettra, donc du coup, on la transmettra dès qu'on l'aura. Ouais. Donc, il y avait une demande, où demander ce fonds. Je pense que vous venez de répondre sur le site d'info.gouv.fr. J'ai une autre question qui est dit, est-ce que la fermeture administrative est obligatoire? Donc, c'est juste perte de chiffre d'affaires. Hein. On parle bien de perte de chiffre d'affaires et pas de situation administrative. Pas de lien avec le fait d'être obligé de fermer administrativement. C'est la perte de chiffre d'affaires qui fait référence. Parfait. C'était les slides suivants en fait, donc j'y ai répondu. Alors les aides spécifiques aux professionnels de santé, alors il y en a certaines là qui viennent déjà d'être abordées. L'aide financière destinée à compenser les charges de fonctionnement, donc versées par la CPAM, Monsieur Francisco y a parfaitement répondu tout à l'heure. Donc l'imprimé et enfin le document est disponible sur Amélie Pro depuis le 30 avril, donc c'est tout nouveau. On a eu à le faire pour certains professionnels de santé. A priori, et là aussi je pourrais vous transmettre un tuto pour le faire. C'est très bien fait. Alors, ce sera versé sous forme d'acompte dans un premier temps, si on n'a pas d'assurance complète sur les charges auxquelles on doit faire face. Et ce sera complété par la suite, une fois que les charges sont réellement connues et qu'elles peuvent être donc attestées. L'aide de la CNAM, c'est pareil, il en a été question. Alors moi, j'avais relevé qu'il pouvait y avoir aussi une indemnité journalière versée sans délai de carence pour les professionnels qui sont en interruption d'activité pour cause d'infection ou par obligation de garde d'enfants de moins de 16 ans, avec une indemnité qui serait de 72 € par jour pour les professions paramédicales et 112 € pour les professions médicales. La caisse de retraite des sages-femmes et des dentistes qui versent 4 500 € en 3 fois aux dentistes sur avril, mai, juin et 1 000 € en 2 fois aux sages-femmes. L'indemnité de la CARM pour les médecins libéraux qui se cumule avec l'indemnité de la CNAM pour ceux qui sont en situation fragile ou peuvent respecter une mesure de confinement avec des indemnités journalières qui peuvent aller de 67,54 € à 135,08 €. Si certains professionnels de santé cumulent une situation d'emploi-retraite, soit ont souhaité reprendre de l'activité pendant cette période pour aider, soit le font habituellement et naturellement. Quand vous cumulez un emploi-retraite, vous cotisez malgré tout à la retraite, ce qui vous donne droit à rien de plus, mais vous cotisez quand même. Là, il y aura une exonération, il n'y aura pas de recouvrement des cotisations de retraite pendant cette période, et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
et vous en avez peut-être sûrement déjà bénéficié. L'URSSAF a automatiquement reporté les appels de cotisation des mois derniers, et certaines caisses de retraite l'ont fait également, mais là évidemment ça dépend de vos activités et des caisses de retraite auxquelles vous cotisez. Alors vous avez, je l'ai noté parce que sûrement avoir la question, vous avez certainement entendu dans les médias qu'il est question d'une suppression de charges sociales. Alors je le note pour pas qu'on pose la question. En fait, on ne sait pas comment ça va marcher. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori sont éligibles à cette suppression les activités qui ont été obligées de fermer administrativement. Mais on n'a pas encore la liste exhaustive ni des activités, ni des conditions. Est-ce que ce sera conditionné à une baisse de chiffre d'affaires, à une activité en elle-même, à des problèmes de trésorerie ou autres? Pour le moment, on attend des précisions sur ces sujets-là. On aura certainement un décret qui sera pris assez rapidement, suivi d'un FAQ qui nous expliquera ce qu'il faut comprendre du décret, suivi de nombreux tweets qui nous permettront peut-être de comprendre le FAQ et de trouver les réponses à toutes les aides. C'est la façon dont on fonctionne depuis le début du confinement. C'est très compliqué pour tout le monde. Je vous ai mis sur le PowerPoint les liens qui m'ont été utiles pour faire mes recherches depuis le début du confinement, dont le lien de l'ordre des experts comptables qui a beaucoup contribué à mettre en place notamment les prêts. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire dans mon exposé. Je suis prêt à répondre. On va essayer de répondre aux questions si vous en avez. Alors, une petite question de Christine Estadieux. L'URSSAF a reporté, mais seront-elles lissées sur les mois restants? Est-ce qu'on a une méthodologie sur les cotisations non prélevées? On n'a pas d'informations précises à ma connaissance pour le moment sur le moment où les charges vont être étalées et appelées. J'ai lu quand même cet après-midi qu'a priori ce serait sur celle, ça commencerait dès les charges d'août, mais c'est des choses qu'il faut confirmer là pour le moment. Je n'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Alors si pour les charges, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites et qui sont en difficulté, n'hésitez pas évidemment à demander le report de charges parce que autant les demander. Si vous avez la trésorerie pour les payer plus tard, vous pourrez les payer. Et si elles sont éligibles aux charges annulées, voilà, si vous ne les avez pas payées, elles seront annulées. Si vous ne les avez pas payées, ça m'étonnerait qu'ils vous les remboursent. Les différentes aides seront-elles défiscalisées? Alors, l'aide de 1 500 € dont j'ai parlé tout à l'heure, le fonds de solidarité est défiscalisé. Après, les autres aides, elles ne seront pas fiscalisées puisque, alors, il n'y a pas d'autres aides en soi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait… après, tout ce qui est indemnité journalière, c'est fiscalisé. Hein, ça l'est en temps normal et ça le restera forcément. On l'a dit tout à l'heure, pour les aides concernant les pertes, la couverture des charges fixes des cabinets, elles seront fiscalisées puisqu'elles remplaceront un revenu. Donc, Monsieur Francisco l'a précisé, ça paraît logique. Ensuite, les charges sociales, si elles sont annulées, ça ne sera pas fiscalisé évidemment, mais ça fera remonter les résultats des BNC et donc il y aura une fiscalité derrière. On est d'accord que le fonds de solidarité est versé par rapport à, c'est pas par rapport au chiffre d'affaires, c'est par rapport au chiffre d'affaires et pas par rapport à un bénéfice. On est d'accord? Chiffre d'affaires. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, je vous remercie de votre intervention. Je vous invite sur notre site Facebook à mettre des informations si vous avez des informations régulièrement sur tout ce qui concerne professionnels de santé à l'instant T. N'hésitez surtout pas. C'est avec plaisir qu'on prendra les informations et qu'on pourra relayer auprès de nos adhérents si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vois une question de Mute. Je répète, c'est la perte de revenus, c'est la perte de chiffre d'affaires, hein, c'est pas la perte de bénéfices.
Parfait, parfait. Alors, pour terminer, je vous remercie à tous de votre de votre participation à ce premier webinaire. Nous voudrions… attendez, 30 secondes. Je vous remercie. Juste avant de partir, alors on sait qu'il faut améliorer un peu le système. C'était une première. Nous voudrions savoir si vous pouvez nous mettre dans le commentaire si on a prévu de faire à terme un questionnaire de satisfaction. Est-ce que vous pouvez nous mettre une note entre 0 et 10 déjà pour commencer, savoir ce que vous avez pensé de ce format. Si vous avez des idées également de nous faire remonter les informations, n'hésitez surtout pas à travers le chat dans les 5 prochaines minutes de nous mettre ce que vous avez, si vous avez des idées de faire évoluer le concept. Et avant de partir, je voudrais laisser la parole à Charlotte qui va vous présenter le prochain thème avec le prochain horaire et vous inviter à vous inscrire dessus. À vous, Charlotte. Ici Cognac J. Oui, bonsoir à tous. Voilà, du coup, je suis prise. Je n'étais pas préparée pour ça. Du coup, le prochain thème portera sur la réadaptation du Covid-19. Donc, il y aura l'intervention d'une pneumologue, la présidente de Récupère, du réseau Récupère. Il y aura 4 kinés aussi du réseau RKBE. Nous aurons aussi une diététicienne, une psychologue et également un patient qui est sorti de réa suite au Covid-19 qui pourra témoigner aussi pour un peu parler de sa prise en charge après, une fois retourné à la maison par les professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous êtes inscrit encore sur celle-ci et qu'elle vous intéresse. Donc, voilà, je pourrais vous rajouter sans souci et puis vous envoyer le lien dès lundi pour que vous puissiez y accéder. Donc, rendez-vous mardi à 13h. À 13h. En podcast sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des webinaires qui vous permettra de le resuivre si vous ne pouvez pas. Et surtout, on vous invite à en parler autour de vous, à partager l'information et qu'on puisse tous ensemble faire évoluer ce format qui nous semble assez intéressant là-dessus. Je vous remercie à tous encore de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, au revoir.